Cure, épisode spécial NordSec. Je suis avec François. Comment vas-tu? Bonjour, ça va? Super. Tu as fait un retour de présentation cette année sur le sujet de l'année passée qui était sur les supply chain au nouveau logiciel. L'année passée, c'était tout fraîchement sorti dans les nouvelles avec Exi qui avait comme suscité beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là. Beaucoup de choses s'étaient dit. Les choses ont évolué. Vous avez continué à faire évoluer votre connaissance et ces éléments-là. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Oui, merci de m'avoir encore. L'an dernier, quand on s'est parlé, c'était vraiment suite à mon talk à NordSec. Puis, depuis ce temps-là, on a continué nos recherches. On a fait évoluer nos outils pour être plus précis dans nos détections. Mais aussi, on a vraiment eu on a un peu inversé le modèle. L'an dernier, on était dans une optique avec des outils de détection qui étaient vraiment primitifs, mais on les a améliorés. Puis aussi, à la place de juste partir avec le plus grand nombre de repos open source à scanner, on a eu une approche plus, OK, on va prendre premièrement des entités, ce qu'on appelait des entités. Donc, par exemple, Google, Red Hat, NVIDIA, Microsoft, qui sont vraiment des gros contributeurs de projets open source critiques, importants, qui sont bien maintenus, que les gens ont une grande dépendance envers. Donc, en partant avec l'entité, admettons Google, on a trouvé une centaine de GitHub Organization, des organisations GitHub qui, chacune d'entre elles, contiennent parfois une centaine, voire des milliers de repos publics. On n'imagine pas combien de repos privés il peut avoir derrière l'organisation de GitHub, Microsoft, peu importe, mais dans notre cas, on se base sur ce qui est public, évidemment. Puis on scanne tous ces repos-là pour trouver des build pipelines. Donc, ce que j'avais parlé avec toi l'an dernier, c'était vraiment notre recherche qui détecte des vulnérabilités, donc des zero day, des vulnérabilités qui ne sont pas connues des gens qui maintiennent ces projets open source-là, qui maintiennent ces build pipelines-là qui permettent de compiler, tester et éventuellement distribuer les projets open source, que ce soit NPM, PyPy, Docker Hub, peu importe. Souvent, c'est GitHub Actions ce qui est très populaire parce que la grande majorité des projets open source sont sur GitHub. GitHub Actions est gratuit, donc c'est vraiment facile. On n'a pas à payer pour le compute. Donc, ça devient vraiment la surface d'attaque la plus grande. Et puis, GitHub Action, dans la dernière année, j'ai parlé de ce sujet-là suite aux différentes conférences, puis j'en ai venu à essayer d'un peu cristalliser, simplifier l'explication, à dire, regarde, un CI/CD, quand tu y penses un moment, en termes de modélisation de menaces, c'est juste du RC as a service, right? C'est une application web qui attend de recevoir des triggers sur une interface publique, sur l'Internet public. Dans ce cas de GitHub Action, c'est juste le trigger, c'est d'ouvrir un pull request. Right? Tu fork un repo, tu modifies le code, puis tu ouvres un pull request pour que le mainteneur du projet open source potentiellement accepte ta nouvelle contribution. Ça déclenche les tests. Mais c'est complètement fou de penser qu'on a ça d'ouvert depuis aussi très longtemps d'ailleurs. Aussi libre d'accès que ce genre de choses-là. Justement, on donne facilement à quiconque veut générer une action sur du code. Je trouve ça l'idée complètement folle, puis ça nous ramène. Tu avais un one-on-one intéressant, mais moi, ça me ramène encore plus loin que ça. Ça me ramène genre dans les années 90, début 2000, où on avait encore des vulnérabilités avec des pointeurs en C ou des affaires comme ça qui étaient un peu weird à ce moment-là. Dans cet univers-là, tu fais juste garrocher, puis les choses s'exécutaient pour toi, puis tu fais comme merveilleux, mais c'est qui a pensé à ça? Ben oui, c'est ça. Donc, à la limite, c'est ça, c'est pour ça que j'aime vraiment essayer de simplifier le modèle mental pour que les gens se réveillent un petit peu, parce que quand tu te réveilles, tu te dis, mon Dieu, c'est pour ça que j'en ai venu à avoir un autre quote, un peu un elevator pitch pour comme réveiller les gens. Je vais le dire en anglais parce que j'ai comme un peu peaufiné mon message. On pourra le traduire. Mais 2025's build pipelines look like the average 2005 PHP web app in terms of secure coding. Fait que vraiment, c'est comme en 2025, si on regarde un build pipeline moyen, pour quelqu'un qui était là dans la sécurité en 2005, toi, moi,
on se rappelle très bien que quand on regardait une application PHP moyenne là, qui était sous nos yeux, c'était pas très beau. C'était un désastre. Ouais. Il y avait pas mal de eval avec des strings passés, signes de pièce, reg, whatever, des SQL injection à gauche puis à droite. Donc, quand je regarde la plupart de ces GitHub Actions-là, ça ressemble vraiment à ça. Il y a des untrusted input. Donc, si on prend un pull request comme untrusted input, ben, on pense tout de suite tous les fichiers que la personne va contribuer comme nouveau code. On parle dans le cas où, avant que la contribution soit acceptée, soit mergée dans le code lui-même. Right? Donc, il y a une branche qui arrive d'un fork, il y a un pull request, la personne a l'opportunité de review le code, puis de ne pas l'accepter. Mais quelqu'un peut très bien ouvrir un pull request en mode draft, brouillon, et même en mode draft, dépendamment de comment c'est configuré, les tests peuvent rouler automatiquement, avant même qu'il y ait une notification au mainteneur de dire « Ah, il y a un nouveau pull request à regarder ». Puis si on roule les tests automatiquement, ben c'est quoi des tests? C'est du code. C'est du code. C'est quoi du code? Ouais, c'est quelque chose de dangereux. Là. C'est ça. Donc, souvent, ça peut être bien designé, où on ne va pas exposer des secrets quand on va rouler les tests. Mais pour différentes raisons, on va peut-être exposer des secrets pour comme envoyer une notification dans Slack, pour connecter à des systèmes de télémétrie, pour comme garder des métriques sur les tests, peu importe. Ben donc, on commence à avoir quelques secrets à gauche et à droite. Puis pour quelqu'un qui connaît un peu moins ça, quand disons, tu dis tu branches un draft, si tu descends ça, là, il y a l'action part. Hein, et en quoi l'action, dans le fond, l'action est configurée par le maintainer, c'est ceux qui contrôlent. Donc, lui, sans s'en rendre compte, va configurer son action en émettant des variables d'environnement, si on veut, qui sont accessibles au code qui est roulé. Et donc, incidemment, ce code-là peut prendre ces informations-là puis les exfiltrer sans autre formalité. Là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la responsabilité du mainteneur de configurer correctement, de suivre les bonnes pratiques. Mais à partir du moment où on veut commencer à faire des choses un petit peu plus fancy, justement, comme je disais, comme de communiquer en dehors de ce build system-là pour pousser des informations, ben, souvent, on va avoir besoin d'un certain secret pour comme s'authentifier à un autre système qui va accepter d'uploader, par exemple, des télémétries ou peu importe. Ou même juste interagir avec le repo lui-même. Par défaut, GitHub Action, si on ne le configure pas de façon spécifique, il va hériter des permissions par défaut. Et si le repo a été créé il y a un certain nombre d'années, ou même l'organisation, il va hériter des vieilles permissions qui étaient read-write par défaut. Donc, il va y avoir un token qui est injecté automatiquement dans le build pipeline qui a accès write au repo. Donc, à ce moment-là, si les tests roulent, il y a donc les tests vont pouvoir écrire dans le repo de façon non visible, en tout cas du moins en apparence directe. C'est quand même assez... c'est pour ça que il y a différents triggers, ce qu'on appelle, qui vont déclencher les pipelines. Il y en a qui sont plus risqués. Donc, ce que je veux dire par risqué, c'est justement le fait que les secrets sont exposés même dans le contexte où c'est une exécution qui a été déclenchée par une contribution externe. Donc, si c'est une contribution interne, donc quelqu'un qui a déjà accès write au repo pour pousser une nouvelle branche, pousser du nouveau code, dans ce cas-là, par défaut, il va avoir accès au secret. Mais si c'est une contribution externe, par défaut, si on suit les bonnes pratiques, il ne va pas avoir les secrets ne vont pas être en mémoire au moment d'exécution. Donc, c'est vraiment la bonne chose à faire. C'est juste que, comme je dis, même dans le cas où on accepte des contributions externes, puis on commence à vouloir se connecter à d'autres systèmes, on va forcément devoir activer ce mode-là qui est plus risqué. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, c'est difficile de faire ça correctement. De permettre ce genre de choses-là. Puis si on le remet dans le contexte de XZ, par exemple, puis cet exemple-là est particulier parce que c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de
que le maintainer principal ait confiance, donc d'arriver dans un contexte où il l'avait perçu comme étant un interne. Ouais. Donc, il a ouvert plus large les éléments et donc, puis probablement regardait moins le code avant que celui soit exécuté. On est vraiment dans un contexte comme ça. Le maintainer principal a ouvert la porte à quelqu'un qui était... Ah oui, non, c'est sûr que si on parle de XZ, c'est vraiment plus une question de social engineering, quelqu'un qui obtient la confiance des mainteneurs existants et qui devient un co-mainteneur du projet au fil du temps. Puis un jour, il décide de OK, c'est ma journée, c'est maintenant. Mon objectif initial était d'être quelqu'un avec une mauvaise intention. Ben, maintenant, je vais camoufler le plus possible ma contribution malicieuse et mon co-mainteneur qui me fait confiance va peut-être même pas regarder ce que j'ai fait un samedi matin en ajoutant des nouveaux tests qui contiennent un artefact de compression corrompu que je vais comme décrypter pour ensuite rouler du code arbitraire. Donc, tu sais, c'est vraiment très bien camouflé à haut niveau. Donc, les types de vulnérabilités dont je parle, que je recherche, sont, dans certains cas, vraiment simples, ridiculement simples. C'est pour ça que j'adopte l'analogie du code PHP de 2005, parce que quand tu vois un eval avec signe de pièce, reg, tel query string parameter, quand tu l'as vu, tu dis pourquoi c'est pas encore fixé? Là? C'est dangereux. C'est ça. Oui, ben donc, puis se reprendre cette analogie-là, puis c'est essentiellement le plus gros du travail que vous faites, c'est que vous scannez des repos publics pour trouver les attaques les plus faciles pour le moment. Et à ce moment-là, puis des chiffres que tu me montrais, c'était quand même spectaculairement grand le nombre de choses que tu trouvais dans des repos quand même reconnus en ce sens-là. Fait que je suis encore un peu étonné quand... C'est un recommencement. Là, ce que tu dis avec PHP, c'est ça. Il y a 20 ans, on faisait des erreurs banales comme ça et on refait les mêmes erreurs dans un autre contexte maintenant. Exactement. Oui, tout à fait. Puis, quand on trouve de l'ordre de, admettons, on part avec notre outil open source de base, il peut trouver, admettons, 200 000 findings sur notre dataset qu'on a, admettons, ciblé. Puis là-dedans, on a des règles qui sont plus précises qui vont filtrer puis trouver à peu près 10 000 findings. Qui sont celles-là, nos règles vont être adaptées. Puis ça, c'est une grosse amélioration qu'on a faite par rapport à l'an dernier. C'est non seulement de focuser sur des workflows, des pipelines qui sont vulnérables, mais de valider le maximum de critères d'exploitation. Je ne vais pas entrer dans les détails, là, mais il y a différentes choses. Même si la vulnérabilité est là, il y a peut-être différents critères comme X, Y, Z qui permettent pas à la vulnérabilité d'être atteignable, même si c'est une contribution externe. Puis ensuite, de valider aussi qu'il y a des secrets, pas juste read-only. Donc, si, admettons, il y a un secret, mais il donne accès à rien d'autre qui n'est pas déjà public, puis qui ne permet pas de le modifier, qui est read-only, bon, on considère ça comme pas intéressant. Dans ce cas-là, admettons, on aurait une exécution de code arbitraire, mais avec aucun impact. Donc, si on focus là-dessus, on se retrouve quand même avec 10 000. Puis parmi ces 10 000-là, on fait une validation manuelle, puis on se retrouve avec en moyenne 25 % de ces 10 000-là qui sont exploitables facilement. Puis, on ne va pas se leurrer, ça reste quand même probablement, puis on a plein de faux négatifs. Donc, plein de choses qu'on passe à côté et qui sont peut-être presque aussi facilement vulnérables, mais on a décidé de les laisser de côté. Pour ma compréhension, ben là, tu parles d'éléments comme ça, fait que ça revient comme à du static code analysis que vous faites. Fait que vous prenez l'information qui est là, puis vous le faites pas en runtime, vous le faites vraiment, vous analysez comme le code comme il est là. Et comment ce code-là est visé, c'est-à-dire que c'est public, cette information-là, donc quiconque pourrait faire exactement la même chose que... 100%. Non, on va pas se leurrer. Nous, quand on en trouve aussi facilement vulnérables dans des cibles aussi critiques, on se dit comment je peux penser que je suis aussi spécial d'être le premier à l'avoir trouvé?
je me pose tout de suite la question. Comme, il y a sûrement d'autres gens qui l'ont trouvé avant moi, puis peut-être qu'ils l'ont déjà exploité. Il est peut-être déjà trop tard. Puis ils ont laissé la porte ouverte. Ils l'ont pas comme fermée derrière eux. Puis ils sont déjà à l'intérieur. C'est possible. J'ai pas vraiment de preuves de ça, qu'on est arrivé trop tard. Mais je peux parler d'un scénario assez intéressant qui est arrivé l'an dernier qui met un petit peu de lumière sur tout ça. Oui, bien sûr, vas-y. Ben, ce qui est arrivé après avoir justement amélioré toute notre détection, de filtrer, de passer vraiment des centaines de milliers à des dizaines de milliers, puis d'avoir une méthode pour faire ça, c'est qu'au mois d'août dernier, donc quelques mois après la conférence de NORDSEC, on avait notre nouvelle infrastructure qui était en place. Elle a rapidement trouvé une vulnérabilité dans un package open source qui est très populaire. Bon, les gens qui utilisent Python, qui font du machine learning, ils vont peut-être connaître Ultralytics. Alors, Ultralytics, c'est une librairie en Python qui permet de faire de la détection d'images, machine learning. Très, très populaire. Des millions et des millions de packages qui utilisent ça. Puis, au mois d'août, on trouve une vulnérabilité, comme je l'explique précédemment. On n'a pas porté tellement attention parce que quelques mois précédemment, on avait trouvé une vulnérabilité très similaire dans le même package de Ultralytics. Il avait été rapporté, il avait été corrigé. Puis quand je l'ai vu passer sous mes yeux, je dis bon, est-ce que c'est un faux positif? Mais non, je vois comme OK, c'est une régression. Donc, ça avait été rapporté, corrigé, puis il y a eu une régression. Là, j'étais un petit peu frustré, comme bon, OK, encore une régression dans un truc comme ça. Parce qu'à ce moment-là, littéralement dans les jours qui ont suivi, on a trouvé quelque chose de pas mal plus intéressant dans 22 repos appartenant à Google. Donc, évidemment, j'ai porté mon attention plus à ces repos sur Google, qui sont un projet open source de Google, qui est une acquisition qu'ils ont fait il y a quelques années, qui a probablement été un petit peu oublié. Et malgré tout, ce projet open source-là est encore maintenu et est maintenant un produit dans Google Cloud. Donc, il y a un produit dans Google Cloud, je ne me rappelle plus le nom, là, qui s'appelle Dataflow quelque chose. C'est peut-être pas ça exactement le nom, là, mais il y a un projet open source qui est à la base même de ce produit de Google Cloud. Et le projet open source continue d'être maintenu. Et on a trouvé des vulnérabilités dans le build pipeline qui permettraient de compromettre éventuellement ce produit de Google Cloud. Et on l'a rapporté, ça a été corrigé. On a eu un bon bounty associé à ça. Et une fois que c'était corrigé, littéralement, une semaine après, notre outil a trouvé une régression dans le même workflow de Google. Donc, même Google a fait une régression dans les jours ou les semaines qui ont suivi le moment où on l'a rapporté, la vulnérabilité, elle a été corrigée. Donc, on l'a trouvé, on l'a rapporté à nouveau, puis ils nous ont payé 2 fois le bounty. Ben, déjà, ça, c'est drôle. Mais comment tu peux, sans nécessairement savoir ce qui se passe chez Google, comment ça s'explique cette régression-là qui revient justement et qui réapplique de mauvaises pratiques? Ou y a-tu... Je me rappelle plus exactement le contexte de ça, mais je me rappelle que le scénario d'exploitation précis était pas aussi bien connu. C'est-à-dire que, pour dire vrai, quand je l'ai rapporté, quand on l'a trouvé la première fois, on l'a rapporté parce qu'on a ajouté une nouvelle règle de détection alors que je me suis un peu ouvert les yeux face à cette nouvelle technique-là. Tu sais, si on parle de TTP, là, j'ai été mis au fait de nouvelles techniques que même au mois de juillet, je ne connaissais pas. Donc, au mois d'août, je rajoute la nouvelle détection. Je me rends compte que Google avait ça. Et j'en trouve plein d'autres trucs. Donc, tu sais, si moi, au mois de juillet, je n'étais pas au courant, je commence à en trouver. Google, et donc, eux l'ont patché, mais peut-être en connaissant pas très bien comment corriger ce type de vulnérabilité. Parce qu'elle était un peu trop nouvelle. OK, ouais, ben c'est dans le même principe que quand du code standard, on va expliquer à des développeurs qu'on a trouvé un problème, mais s'ils ne comprennent pas le pourquoi, d'où ça arrive, effectivement, ils vont
répéter quelques semaines ou quelques mois plus tard la même erreur de logique parce qu'ils n'ont pas internalisé la compréhension fine de ce genre de choses. Mais c'est fascinant que ça puisse arriver encore, ce genre de... Surtout pour des compagnies comme Google, mais en même temps, je mets petit Google sur un piédestal aussi parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout puissants, là, mais c'est intéressant de voir ça. Et donc, ce qui est arrivé par la suite, c'est que, bon, j'en reviens au mois d'août, on trouve ce truc-là dans Ultralytics. On se fait distraire par le truc de Google. Quelques mois plus tard, mois de décembre, on voit dans l'actualité justement ce projet Ultralytics qui s'est fait compromettre. On commence à regarder un peu comment ça a été compromis. À ce moment-là, il y a un crypto miner qui a été ajouté à cette librairie Python qui était très populaire. Puis on peut imaginer, c'est un projet Python qui est utilisé dans des cas de machine learning. Donc souvent, il va y avoir des GPU associés à ces trucs de machine learning. Donc pour quelqu'un qui fait du crypto mining, c'est idéal. Tu t'attends à ce que ça va être déployé potentiellement dans des dizaines de milliers, des millions d'endroits où ils ont déjà payé pour avoir des gros GPU. Ben, notamment ça. Puis en plus, le contexte, puis ils sont pas exit, il n'y aura pas personne qui va se douter de la surconsommation de GPU parce que c'est voulu qu'il y ait déjà une consommation. Fait que c'est une belle dissimulation dans un contexte qui est un camouflage qui est quand même assez intéressant. Puis je trouve ça intéressant, comme dans le cas d'Exit, puis dans celui-là aussi, de cette sophistication-là des attaquants, de vouloir être de plus en plus stealth, puis d'être de moins en moins visible sur ce genre de choses, d'où l'importance d'ailleurs des outils, puis du cas que tu rapportes. Là. Puis, donc Ultralytics se fait compromettre. On regarde les détails, puis on se rend compte très rapidement que c'était exactement la vulnérabilité qu'on avait nous-mêmes trouvée au mois d'août. Donc, malheureusement, on ne l'avait pas rapporté à Ultralytics. Elle a été utilisée à mauvais escient. Et là, ça nous a un peu fâchés de voir qu'on l'avait dans nos mains au mois d'août. Donc, on aurait eu le temps de la rapporter qu'elle soit corrigée et non pas exploitée au mois de décembre. Et ça nous a forcé à comme pivoter vers un autre angle de recherche qui est de pas juste focusser sur trouver des vulnérabilités, mais être un peu plus proactif pour potentiellement détecter l'exploitation de ces mêmes vulnérabilités. Parce que vu qu'on comprend la vulnérabilité, on comprend comment elle peut être exploitée, on comprend exactement les TTP, là, les techniques pour exploiter, on peut regarder parfois, pas tout le temps, des événements, en particulier sur GitHub. Il y a ce qu'on appelle le firehose, des événements publics qui se passent dans les repos publics. Puis on peut ingérer ce firehose-là, qu'on parle de l'ordre de 5,5 millions d'événements publics par jour. Donc, à chaque jour, il y a 5 millions ou quoi d'événements publics. Parmi celles-là, la grande majorité, 5 millions ou quoi, sont des événements reliés à pousser du code puis ouvrir des pull requests, évidemment. Puis si on filtre ça sur les projets open source qui sont critiques, qui sont intéressants, puis qui ne sont pas juste un projet de cégep, un TP de cégep qui n'a pas de build pipeline, on parle d'environ 500 000 événements intéressants. Disons, des événements qui touchent des projets open source intéressants et qui ont des build pipelines. Parmi celles-là, on applique toutes sortes d'analyses de plus. Justement, on va fusionner ça avec le fait qu'on connaît une vulnérabilité dans un build pipeline, puis on se retrouve avec 45 événements intéressants, suspicieux à investiguer par jour. Et bon, parmi celles-là, la majorité du temps, c'est rien d'intéressant, mais ça nous arrive, peut-être pas à tous les jours, où on trouve des pipelines qui se font exploiter. Donc, c'est ça qu'on a pivoté vers cet angle un peu plus proactif. Fait que d'analyse de code statique que vous faisiez, là, vous avez piloté plus comme un IDS, en fond de détection active sur ce qui se passe, donc basé sur les événements publics que vous voyez. Vous avez développé des signatures donc, et raffiné pour atteindre ce genre de choses qui a une potentialité d'exploitation en cours ou de ce qui est en train de se passer. Ouais. Très intéressant. Là. Et donc, ce qui est arrivé par la suite, c'est que maintenant, au mois de décembre, on commence à développer ça. C'est vraiment embryonnaire à ce moment-là, mais déjà, après quelques jours, quelques semaines de développement, on part en vacances de Noël. On revient des vacances. Cette machine-là, elle continue d'ingérer tout ce qui se passe publiquement sur GitHub pendant qu'on est les vacances des fêtes.
On revient, puis on voit dans l'actualité un autre projet open source, en l'occurrence Kong, un Ingress Controller pour Kubernetes, assez populaire, assez high profile, qui s'est fait compromettre de façon très similaire à Ultralytics. Donc, on commence à rentrer dans le forensics, puis justement, on se dit, pendant Noël, notre machine était en opération, donc on regarde, puis on est capable de créer un timeline de forensic assez détaillé avec ce qu'on a accumulé. Parce qu'on ne va pas juste prendre les événements publics, on va enrichir avec d'autres informations. Puis ça l'a un peu validé que notre machinerie qu'on a créée en étant fâché d'avoir manqué Ultralytics, elle est immédiatement utilisable. Quelques semaines plus tard, en voyant ça, j'ai eu un peu l'idée, l'épiphanie, puis ça remonte à il y a 1 an, en rencontrant ici à la conférence des gens de Flare que tu connais, que tu as déjà interviewé, qui font un outil d'analyse du dark web et qui surveille les forums de cybercriminels. En l'occurrence, Breach Forum en est un. Donc, je parle avec les gens de Flare, je leur demande d'avoir un accès d'essai d'évaluation. Puis l'an dernier, j'essaye quelques mots-clés, je trouve pas grand-chose d'intéressant, à part je trouve en fait que dans les forums cybercriminels, les gens font référence à ma conférence et mes outils de détection. C'est un peu flatteur, je dis, OK, les gens portent attention, mais je vois pas vraiment grand-chose d'autre. L'événement d'Ultralytics au mois de décembre se passe. Je me dis, peut-être que ce serait le moment de revenir dans Flare. Puis justement, là, j'avais un mot-clé un petit peu plus précis. Fait que j'ai mis Ultralytics. Évidemment, vu que c'était tellement dans l'actualité, il y avait beaucoup de noise, beaucoup de bruit. Mais dans Flare, on peut filtrer sur la plage de temps. Puis vu que je connaissais exactement le moment de l'attaque, je suis allé quelques jours avant l'attaque. Puis qu'est-ce que je trouve? Je trouve un gars sur Breach Forum qui crée un nouveau compte 1 journée avant l'attaque, 12 heures avant l'attaque. Il va donner exactement la vulnérabilité dans le pipeline de Ultralytics. Puis il dit, j'ai utilisé Poutine pour trouver la vulnérabilité. 24 heures après l'exploit, le gars, le même user, revient puis il dit, quelqu'un apparemment a utilisé un outil pour trouver une vulnérabilité puis l'a exploité, mais il a gagné une coupe de Monero coin. Fait que c'est ça, mais c'est pas moi. Et le gars, il a droppé le 0 day littéralement avant que l'attaque se passe. Puis on connaît le timeline, les timestamps sont clairs. Là. J'ai validé avec les gens de Flare parce qu'au début, je ne croyais quasiment pas. Mais on a confirmé. Puis après, je suis allé sur le forum, Breach Forum en particulier. J'ai trouvé les posts directement. Puis j'ai pris des screenshots parce qu'à l'heure où on se parle, le Breach Forum est take down là, par l'FBI ou je ne sais pas quoi. Mais effectivement, le timeline est là. Il y a quelqu'un qui a utilisé notre outil pour trouver la vulnérabilité puis qui l'a exploité. Oui, c'est tout ça. Puis c'est fascinant. Puis c'est très fort ce croisement-là des genres, justement, d'avoir impliqué Flare dans la réflexion que tu as eue et de retrouver votre outil aussi impliqué là-dedans. Puis ça amène d'autres réflexions à ce que, dans le fond, le bare minimum à l'heure actuelle, c'est tout le monde devrait rouler Poutine surtout parce que c'est le bare minimum et les attaquants maintenant sont rendus, au moins là, s'ils ne sont pas rendus plus loin, là, j'en ai beaucoup plus loin, mais comme Metasploit. Maintenant, c'est rendu le bare minimum. Si tu es en dessous de ça, tu devrais juste plus avoir le droit d'avoir un GitHub. D'avoir un GitHub, ça va être interdit. Là. À la limite. Ouais, puis je veux dire, je parle à beaucoup de gens qui font des projets open source. Puis j'essaie de leur dire, regarde, c'est facile. Tu as juste roulé l'outil. S'ils trouvent quelque chose, il faut le patcher parce que c'est vraiment les low-hanging fruits qu'on essaie de trouver. Évidemment, on a des analyses, des règles plus précises, plus poussées, qui vont trouver des choses un petit peu moins évidentes. Mais je pense que c'est rendu le minimum à mettre en place pour ne pas faire des gaffes comme en 2005. Oui, c'est ça, pour revenir sur des vieilles affaires qui d'une autre époque. Puis moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est comment le forensic a été exécuté, justement. Vous savez, vous avez déjà
la machine qui filtrait déjà une partie de l'information et comment le restant du forensique ou l'enrichissement s'est exécuté pour vous arriver vraiment à l'état dans lequel, ou les conclusions dans lesquelles tu es arrivé exactement pour arriver sur l'exploit? Ouais, c'est ça. C'est vraiment le défi, c'est de filtrer le bruit dans des millions et des millions d'événements qui se passent par jour, à chaque jour. D'avoir des règles de détection qui nous amènent un nombre d'événements assez petit pour que ça soit faisable de le regarder comme un analyste. Évidemment, on est une toute petite équipe. Donc, on continue de développer cette solution-là. Donc, on regarde pas systématiquement qu'est-ce qui se passe. Mais en théorie, déjà, on trouve des choses. Et comme je dis, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on trouve tout? Certainement pas. Il y a probablement la majorité des choses nous passent sous le radar parce que dans le cas d'Exi, c'était vraiment une attaque sophistiquée qui, même si on avait notre outil d'analyse à grande échelle, on ne l'aurait certainement pas trouvé parce que c'était tellement bien camouflé. Donc, je me dis qu'à la limite, si on en trouve, c'est parce que c'est des ticounes. Oui, puis c'est ça. Puis ce que je retiens de tout ce que tu dis, dans le fond, parce que c'est une branche en pleine évolution. Autant au PHP l'était en 2005, ça s'est amélioré depuis. On n'est plus dans cette zone-là. Mais toutes les pipelines sont en train d'évoluer et vous êtes partie des grands contributeurs à faire maturer ça. Et donc, vous êtes les précurseurs, souvent en quelque sorte, d'amélioration et de contribution pour qu'on se retrouve, j'espère, dans 20 ans, qu'on ne parlera plus de ce genre de choses-là. J'espère que ça sera plus rapide que 20 ans. Mais c'est sûr que tout ce qui est supply chain est vraiment plus en avant-place. Pas juste, nous, on focus énormément sur un aspect bien précis du supply chain, mais il y en a tellement d'autres qui sont tout autant pertinents. Mais je pense que cet angle-là de regarder le build pipeline est particulièrement intéressant parce que c'est à la croisée des chemins où vraiment comme le code source, avant même qu'il soit prêt à être distribué. Puis, il y a l'exécution de code, hein, donc c'est intéressant. Tout à fait. On a fait un bon tour de ta présentation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes que tu aimerais qu'on aborde? Non, je pense qu'on a pas mal discuté de ce qui était présenté dans la conférence. Super chouette. C'est très le fun de voir cette évolution-là entre l'an passé et cette année. J'espère que l'an prochain, on aura la même occasion de revenir une autre fois sur le sujet puis voir comment vous avez avancé, où vous êtes rendu et comment tout le marché se déroule. On espère que le niveau de maturité de tout ça aura évolué et sera peut-être en 2010 pour des applications Java. Souhaitons-le. Merci beaucoup. Merci.